Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire. Et nous ouvrons cette édition avec la participation du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Nous irons en début de journal au Caire où il a assisté à l'inauguration du grand musée égyptien. Et nous irons ensuite à l'Assemblée nationale qui a tenu aujourd'hui une séance plénière solennelle pour procéder à la ratification en seconde lecture de la loi constitutionnelle. Et puis en fin de journal, direction la Jamaïque, durement touchée par l'ouragan Mélissa. Le pays est coupé du monde et l'aide humanitaire tarde à arriver. La République arabe d'Égypte a célébré hier soir l'inauguration officielle du grand musée égyptien, le plus grand musée au monde consacré à une seule civilisation. Cet événement d'envergure internationale s'est déroulé en présence du président Abdel Fattah al-Sisi, entouré de nombreux chefs d'État, rois et dirigeants venus des 4 coins du monde. La cérémonie a réuni 79 délégations officielles, dont 39 dirigées par des rois, des princes et des chefs d'État ou de gouvernement. Une participation exceptionnelle qui témoigne de la reconnaissance internationale du rôle central de l'Égypte dans la préservation du patrimoine culturel et historique mondial. Le président Guelleh a pris part à cette célébration à la tête d'une délégation de haut niveau. Sa présence illustre la profondeur des relations fraternelles et historiques entre Djibouti et l'Égypte, ainsi que la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération dans les domaines culturels, patrimonial et du développement. Dans un geste symbolique fort, le président Abdel Fattah al-Sisi a placé la dernière pièce portant le nom Égypte dans le modèle miniature du musée composé des noms de tous les pays participants, un moment marquant l'ouverture officielle de ce haut lieu de la civilisation universelle. À cette occasion, le musée s'est illuminé dans un spectacle grandiose, tandis que des faisceaux lumineux ont dessiné dans le ciel du Caire des symboles inspirés de l'Égypte antique, offrant aux invités un moment visuel d'une beauté saisissante. Dans son allocution, le président égyptien a salué l'importance historique de ce projet, le qualifiant de nouveau chapitre écrit dans l'histoire du présent et de l'avenir de l'Égypte. Il a exprimé sa profonde gratitude envers le peuple égyptien et les partenaires internationaux, notamment le Japon, pour leur contribution à la réalisation de ce musée monumental. Enfin, le chef de l'État égyptien a appelé à faire du grand musée égyptien un espace de dialogue, de connaissances et de rencontres entre les civilisations, soulignant que l'Égypte demeurera à jamais une source de lumière, de culture et d'humanité. Sous la présidence du président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El-État, la représentation nationale s'est réunie aujourd'hui en séance plénière, conformément aux dispositions de l'article 91 de la Constitution et du titre 5 du règlement intérieur, pour procéder à la ratification en seconde lecture de la loi constitutionnelle numéro 1 de l'année 2025 de la 9e législature portant révision partielle de la Constitution. Cette séance, marquée par la solennité et la rigueur propre aux grandes étapes évolutives de la vie institutionnelle, s'est tenue en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement. En préambule aux travaux, le président de l'Assemblée nationale a procédé à l'accueil du député suppléant Mohamed Hassan Mousseh, appelé à siéger après avoir prêté serment conformément au texte. Poursuivant l'ordre du jour, le président de l'État, Mohamed El-État, a rappelé l'objet de la convocation. Il s'agissait de procéder à la ratification en seconde lecture de la révision constitutionnelle, faisant suite à l'approbation initiale de la séance du 26 octobre dernier. Cette phase procédurale intervenait en application de la décision du président de la République du 27 octobre 2025, déterminant que la ratification de la révision constitutionnelle serait effectuée par la représentation nationale conformément aux prescriptions constitutionnelles. Le député Abdi Issa Boulale, rapporteur de la commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains, a ensuite présenté le rapport de fond revenant en détail sur les motivations, l'architecture juridique et les implications institutionnelles de la réforme. Ce rapport, fondé sur un travail méthodique et concerté, a rappelé l'importance du texte dans la consolidation de l'état de droit, le renforcement du fonctionnement des institutions et l'adaptation de la gouvernance nationale aux évolutions du contexte politique et démocratique.
Les présidents de groupes parlementaires ont ensuite été invités tour à tour à prendre la parole. Les députés Abdelrahman Awal Yassine, président du groupe RPP, et le député Ogouré Kifle Hamed, président du groupe FRUD, ont salué l'esprit de consensus constructif qui a guidé l'ensemble des travaux préparatoires, rendant hommage à la rigueur méthodologique et à l'écoute réciproque, ayant permis d'aboutir à une réforme consolidant la cohésion nationale et accompagnant l'évolution des aspirations citoyennes. Dans un esprit républicain, l'honorable Ilay Ismaël Guedi, président du groupe UDJ et chef de file de l'opposition, a rappelé l'impératif d'une constitution vivante, constamment adaptée aux attentes démocratiques du peuple. Elle a salué le débat parlementaire pluraliste qui, selon elle, constitue le socle de la démocratie parlementaire. Et dans son allocution de clôture, Dilet Mohamed Dileta a salué une journée historique pour la République de Djibouti. Également dans l'actualité, dans le cadre de la politique nationale de rationalisation des dépenses énergétiques de l'État, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'engage activement dans la mise en œuvre de mesures concrètes et durables. Suite au lancement en juillet dernier de l'atelier consacré à cette initiative, le MENFOP a organisé au centre de formation des enseignants de niveau une formation destinée aux responsables des établissements scolaires. L'objectif, élaborer un plan d'action à court et à long terme pour optimiser la consommation énergétique dans le secteur éducatif. Cette formation, supervisée par Nemha Douxier, directrice générale du centre, et Aboubakar Hassan, directeur adjoint de l'EDD, a permis de sensibiliser les participants à l'importance de réduction des dépenses énergétiques. Des actions simples et immédiates ont été proposées, telles que l'extinction des lumières dans les salles inoccupées ou encore la vérification régulière des équipements en veille. Des gestes du quotidien, certes modestes, mais qui auront un impact réel sur la consommation d'énergie et les coûts associés. À plus long terme, le ministère de l'Éducation nationale prévoit un plan de modernisation des installations avec la création d'un budget dédié à l'investissement dans les technologies économes en énergie. Sous le patronage du ministère du Travail chargé de la réforme, de la formalisation et de la protection sociale, en collaboration avec l'Institut national de l'administration publique, l'INAP, s'est tenue la cérémonie de lancement de la 3e promotion en gestion de management des organisations publiques. Cette formation d'une durée de 8 mois s'adresse aux cadres de l'administration publique. Elle a pour objectif de renforcer leurs compétences dans divers domaines liés à l'action publique, notamment la conduite de projets et le management des organisations publiques. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère du Travail, du directeur général de l'INAP, ainsi que de hauts responsables issus de plusieurs ministères et des formateurs. L'objectif principal de cette 3e promotion est de renforcer les capacités techniques des cadres de la fonction publique afin d'améliorer le pilotage et l'efficacité des organisations publiques. La cérémonie a également été marquée par la remise des certificats aux lauréats de la 1re promotion en gestion et management des organisations publiques avant de se conclure par la photo de famille. Le président de l'association a souligné, je cite, « Cette formation nous a été d'une grande utilité dans l'exercice de nos fonctions et a considérablement renforcé notre efficacité professionnelle. » Symbolise la continuité d'un projet ambitieux, celui d'une administration publique djiboutienne moderne, performante au service du citoyen. Permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma gratitude au ministère du Travail, à l'INAP, à l'ERA de Lille, ainsi qu'à l'ambassade de France à Djibouti, dont l'engagement indéfectible a permis de consolider ce partenariat d'excellence. Grâce à cette coopération fructueuse, nous avons pu former une génération de cadres publics capables de comprendre, de planifier et de piloter les politiques publiques avec rigueur, responsabilité et vision stratégique. Écoutons à présent la première conseillère de l'ambassade de France à Djibouti. Déterminé à renforcer les capacités des cadres de l'administration publique, lance aujourd'hui la 3e promotion de ce programme de formation GEMOP, devenu aujourd'hui GEMOP Act. Conçu pour répondre aux exigences du développement durable et de la gestion axée sur le résultat dans le secteur public, le programme met un accent particulier sur l'optimisation de la gestion des ressources à l'échelle nationale et régionale.
Il constitue une réponse stratégique aux défis rencontrés par les cadres, notamment dans les domaines cruciaux de la planification, de la coordination de l'action gouvernementale, ainsi que de la mise en œuvre et du suivi de projets vitaux pour le soutien de la croissance économique et sociale du pays. Ce programme, développé en partenariat avec l'IRA de Lille, vise également à développer une compréhension approfondie des techniques de management modernes et des meilleures pratiques internationales en gestion de projets. Le secrétaire général du ministère du Travail a pour sa part salué cette initiative qui contribue à la professionnalisation et la modernisation de l'administration publique. En l'écoute. Cette formation s'inscrit dans la dynamique de modernisation et de professionnalisation de l'administration publique initiée par le gouvernement et confiée au ministère du Travail. Elle vise à renforcer les compétences des cadres et agents publics afin d'améliorer la performance, la transparence et la qualité du service rendu aux citoyens. La formation GENOP a pour objectif de permettre aux cadres de mieux comprendre les mécanismes de gestion des organisations publiques, d'adopter une approche axée sur la performance et la responsabilité, de renforcer leur capacité de planification en prise de décision et en suivi-évaluation, de promouvoir un leadership fondé sur l'éthique et la responsabilité et la culture du résultat. Chers participants, je vous invite à tirer le meilleur profit de cette formation et à vous l'approprier pleinement. Je salue le travail remarquable accompli par le comité d'organisation qui a su, avec rigueur et professionnalisme, mettre en place toutes les conditions nécessaires à la réussite de cette cérémonie. Il est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. La Fédération djiboutienne de tennis de table a procédé hier au stade Gouled à la clôture du stage de formation de niveau 1 destiné aux jeunes entraîneurs, organisé avec le soutien technique d'un expert international venu du Burkina Faso. Cette session d'une semaine a réuni une vingtaine de participants venus perfectionner leurs compétences et renforcer leur expertise dans l'encadrement sportif. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités du monde sportif, parmi lesquels Mohamoudi Amri, président de la fédération, et ainsi que des hauts responsables du secrétariat d'État chargé des sports. Dans son allocution, le président de la fédération a salué l'engagement des jeunes entraîneurs et a mis en avant l'importance de l'inclusion, notamment à travers la participation de cadres issus de la fédération handisport. Il a souligné que cette formation marque une étape importante dans l'élévation du niveau technique du tennis de table djiboutien. Un bon entraîneur, un bon coach pour nous entraîner. On a appris comment entraîner les jeunes parce que bientôt on compte se spécialiser pour les entraîner et avoir une visualité plus grande pour le tennis de table. Pendant ces 5 jours, on a appris à faire tellement de choses, les tactiques, les actes, comment entraîner les enfants, comment mobiliser pour les avoir plus présents, tout cela. Et vraiment, je remercie également tous les corps qui ont été responsables de nous offrir cette opportunité, alhamdoulilah. Je remercie également la fédération de... Je vous le disais en titre, la Jamaïque coupée du monde, l'aide tarde à arriver. L'ouragan Mélissa de catégorie 5 a dévasté le sud-ouest de la Jamaïque avec des vents atteignant 295 km/h, détruisant jusqu'à 90% des bâtiments et causant au moins 19 morts dans le pays. Les infrastructures sont gravement touchées, plus de la moitié du pays est sans électricité ni eau potable et l'accès aux zones sinistrées reste difficile. Les secours s'organisent lentement tandis que les habitants de Black River tentent de survivre dans des conditions précaires au milieu des débris et des inondations. À l'étranger, toujours, le sommet de l'APEC s'est conclu sur une déclaration commune en réaffirmant le soutien des dirigeants d'Asie-Pacifique à un commerce ouvert et équitable.
après la trêve conclue entre Donald Trump et Xi Jinping. Cette rencontre, la première entre les deux dirigeants depuis 2019, a marqué une détente dans les tensions commerciales sino-américaines. Les membres de l'APEC ont également souligné la nécessité de renforcer la coopération économique régionale, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle et des défis démographiques. Et c'est sur ces informations que se termine notre édition de 15h. Merci de nous avoir suivis et à ce soir pour un nouveau journal.